Philippe Folliot, bonjour. Bonjour. Merci de recevoir Opinion Internationale dans ce si beau lieu de la République française qui est le Sénat. Vous êtes sénateur du Tarn, vous êtes membre de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN, vous êtes également président de l'Alliance centriste dans le paysage politique français. Et là, alors, les lecteurs d'Opinion Internationale vous connaissent notamment pour votre passion du rugby. Vous avez interviewé lors de la Coupe du Monde de rugby qui a été un gros succès, peut-être pas sur le plan rugbystique, mais en termes d'organisation d'événements, et ça annonce, je suis sûr, un grand succès pour Paris 2024. Mais ce qui nous réunit là, c'est l'Ukraine. Les 2 ans du déclenchement de cette guerre, de cette sale guerre, de cette tentative d'invasion de l'Ukraine par la Russie. Et la première question que je voulais vous poser, monsieur le sénateur, que signifient pour vous ces 2 ans? Comment les vivez-vous en fait? Écoutez, tout d'abord, c'est 2 ans, les 2 ans d'extrême souffrance pour le peuple ukrainien. Et mes premières pensées vont vers les Ukrainiennes et les Ukrainiens et vers plus particulièrement les combattants. J'ai eu l'opportunité de me rendre par 2 fois en 2023. Je crois que vous avez été le premier parlementaire français à vous rendre sur la ligne de front. Le premier parlementaire étranger à me rendre sur la ligne de front, c'était au mois de fin janvier, début février 2023. Et j'y suis revenu au mois de juillet avec un élément, c'est que quand vous êtes en Ukraine, il y a 2 pays, si vous me permettez l'expression. Il y a l'arrière, Kiev, les grandes villes, toute la partie ouest du pays. Et puis ensuite, il y a la ligne de front. Et quand vous vous approchez de la ligne de front, c'est un autre monde. Vous vous en rendez compte. Au travers d'éléments, moi j'ai encore en mémoire une soirée que j'ai passée tout début février donc 2023, à quelques kilomètres de Bakhmout, avec des soldats ukrainiens qui revenaient de la ligne de front. En fait, ils passent 10 jours dans les tranchées et ensuite ils vont se reposer pendant quelques jours à quelques kilomètres de là. Ça a été pour moi quelque chose de poignant. De parler avec des hommes qui, quelques mois auparavant, étaient dans la vie civile, comme chacun d'entre nous, et qui, mobilisés, conscrits, se sont retrouvés en première ligne. L'un était artiste-sculpteur, l'autre travaillait dans le bâtiment, le troisième était chauffeur routier. Et nous avons passé une soirée dans une vieille datcha, mais pas au sens poutinien du terme, avec le grand luxe, c'est-à-dire une maisonnée sans eau courante, avec pas d'électricité, un chauffage rudimentaire, et passer avec eux pour manger et parler. Et quand je les ai interrogés sur le sens de leur engagement, pourquoi ils étaient là, en gros, la réponse a été la suivante. En premier, nous nous battons pour défendre, je reprends leur expression, nos femmes et nos enfants qui sont à l'arrière. Deuxièmement, c'était mettre en avant la liberté, l'intégrité territoriale et l'indépendance de leur pays. Mais il y a un troisième élément qu'ils n'ont pas mis en avant, mais que je me permets de mettre en avant. Ils se battent aussi pour nous, pour nos valeurs, pour défendre la démocratie, pour défendre la liberté, pour défendre le droit international. Parce que n'oublions jamais que dans ce conflit, il y a un agresseur, la Russie, un agressé, l'Ukraine. Et que, même si je comprends la lassitude qu'il peut y avoir un peu partout, et notamment dans notre opinion publique, mais ce qui se joue en Ukraine est un élément essentiel pour la sécurité et la stabilité de l'Europe, mais c'est aussi un élément fondamental pour la perception des relations internationales et le monde que nous voulons laisser à nos enfants. C'est-à-dire, est-ce que la règle du plus fort que veut imposer M. Poutine va prévaloir sur la règle de droit que nous défendons? Est-ce que, somme toute, les acquis de la Seconde Guerre mondiale, au travers d'une forme de multilatéralisme, au travers d'une résolution des conflits par le biais de l'Organisation des Nations Unies, est-ce que c'est quelque chose que, somme toute, on va jeter aux oubliettes de l'histoire? Ou est-ce qu'au contraire,
on va remettre en avant les éléments des principes de droit international. Et ce que je regrette, c'est que somme toute, si nous en sommes arrivés à cette situation, et nous allons fêter ce triste anniversaire des 2 ans de conflit, c'est aussi parce que la communauté internationale, de manière générale, la France peut-être aussi en particulier, quand M. Poutine a envahi un pays indépendant, aux frontières internationales reconnues, qu'est la Géorgie, en 2008, 2009, personne n'a rien dit. Nous avons laissé faire. Quand en 2014, il y a eu la première agression contre la Crimée, contre la Crimée et une partie du Donbass, nous avons laissé faire. Et je crois qu'il est important et essentiel pour la communauté internationale de dire le droit, c'est le droit, la force, c'est la force. Mais il est important et essentiel de nous battre par rapport à ces enjeux et d'aider nos amis ukrainiens. Une dernière question, alors je vous ai laissé parler parce que je pense que c'est important et on voit, vous parlez avec votre cœur et vos yeux qui ont vu des choses vraiment très dures en Ukraine. Vous êtes sénateur du Tarn, une région où il y a beaucoup de paysans. Et vous entendez, et ça fait peut-être partie des doutes qui assaillent l'opinion publique européenne, les mises en concurrence qui sont dénoncées entre les agriculteurs ukrainiens et les nôtres. Qu'est-ce que vous avez envie de dire, quelques mots, pour expliquer à quelqu'un qui est en France, qui douterait de la nécessité de soutenir l'Ukraine, j'ai envie de dire coûte que coûte, parce qu'on ne sait pas combien de temps va durer cette guerre, et comme vous le suggérez, on ne peut pas se permettre, nous Européens, nous Français, que l'Ukraine perde cette guerre. Je dirais même plus loin. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que l'Ukraine paie le prix du sang et des larmes, si vous me permettez l'expression, pour rejoindre la famille des démocraties européennes. Donc pour moi, je suis très favorable à ce que l'Ukraine rentre dans l'Union européenne. Simplement. 1, ça ne se fera pas du jour au lendemain. 2, il y aura des mécanismes de transition. Et 3, par rapport à celles et ceux qui sont opposés à cette perspective, je leur dis simplement, moi qui suis du sud-ouest, quand l'Espagne et le Portugal sont rentrés dans l'Union européenne, il y a eu des manifestations, il y a eu beaucoup de craintes. Mais aujourd'hui, personne n'oserait, ne penserait à remettre en cause l'entrée de l'Espagne et du Portugal dans l'Union européenne. Et que donc, dans ce cadre-là, je crois que ce sera la même chose. Simplement, il faudra être très vigilant, bien entendu, sur les mécanismes de transition, et plus particulièrement pour veiller à ce que notre agriculture soit protégée. Mais au-delà, je veux dire, avant que cette perspective puisse arriver, je terminerai mon propos par là, nous devons continuer à aider l'Ukraine, et notamment sur un plan militaire. C'est un enjeu fondamental. La première fois que je me suis rendu en Ukraine, j'ai assisté à un tir opérationnel du canon César. Et c'est un outil très important pour l'artillerie ukrainienne. Encore faut-il en livrer davantage, et encore faut-il livrer les obus qui vont avec. Parce que si vous avez des canons et pas d'obus, ça pose des difficultés. Il y a bien sûr un enjeu, et nous avons assisté à une présentation des chars AMX 10 RC que nous avons livrés, qui ne sont pas complètement opérationnels, en tout état de cause, bien moins que les chars Léopard livrés par l'Allemagne. Mais il y a un autre enjeu qui, j'espère que ceci sera concrétisé prochainement, et que les perspectives qu'il peut y avoir, c'est sur la livraison de Mirage 2000. Parce que s'il n'y a pas la capacité pour les Ukrainiens de maîtriser à minima la 3e dimension, ça sera très difficile pour eux de pouvoir réussir la contre-offensive. Et donc, l'Ukraine ne peut pas perdre cette guerre. Mais faut-il encore qu'il puisse la gagner pour que les valeurs auxquelles je faisais référence, cette notion essentielle de respect du droit international puisse advenir et puisse être respectée pour que nous puissions confier à nos enfants et à nos petits-enfants un monde qui sera établi sur la base du droit et non pas sur celui de la force. Merci Monsieur le Sénateur, et vous rejoignez les convictions de porte l'opinion internationale, puisque depuis le premier jour de cette guerre, on a un drapeau ukrainien européen, une synthèse des deux drapeaux
dessiné par notre dessinateur Régis Sector, qui est à la une de notre journal et qui le restera tant que la guerre ne sera pas gagnée. Cela vous honore et j'espère que vous aurez l'opportunité de pouvoir retirer ce double drapeau le plus rapidement possible, ce qui voudra dire qu'il y aura une issue positive à ce terrible conflit. Merci, monsieur le sénateur. Merci à vous.